Sainte-Anne se prépare à ce que sera demain. Victime de l'érosion de son littoral, la ville a organisé un atelier scientifique avec un consortium de spécialistes des enjeux climatiques. Nous entendrons l'avis des experts et verrons comment la mer menace la mythique plage du centre-ville. Que souhaite Marie-Luce Panchard pour la ville de Basse-Terre? La maire du chef-lieu présentait ce matin ses principaux chantiers. Un budget trop élevé pour le docteur Atala qui considère que le chef-lieu est beaucoup trop endetté. La deuxième édition de la semaine de l'économie sociale et solidaire à l'école a débuté ce matin. Pendant 7 jours, les jeunes générations seront sensibilisées aux vertus de l'entrepreneuriat social. Nous irons au premier atelier organisé au lycée Charles Coeffa. Et puis le phénomène Black Panther galvanise aussi la Guadeloupe. La société de production B-World Connection a décidé d'offrir 350 places de cinéma aux jeunes des quartiers prioritaires. Diana Dangereux, chargée de communication de B-World, sera avec nous pour en parler. Elle est notre invitée. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Élévation du niveau de la mer, augmentation des températures. Notre archipel est également soumis aux effets du réchauffement climatique. Pour trouver les voies et moyens pour justement pour résister aux aléas, la ville de Sainte-Anne s'est associée à un consortium d'experts pour organiser ce matin un atelier scientifique autour de la question. Les premiers échanges avec Linda Kayarsi. Hausse du niveau de la mer, mais aussi des températures, le réchauffement climatique n'épargne pas la Guadeloupe. On s'attend à une augmentation de la température à peu près de 0,2 à 0,3 degrés par décennie. En termes de précipitations, la tendance projetée par les modèles est une accentuation du cycle saisonnier, c'est-à-dire des saisons sèches plus sèches et des saisons humides plus humides, avec également une augmentation de la fréquence des événements précipitants intenses. Voilà. Que ce soit en termes d'événements isolés ou en termes de saisons qui peuvent être anormalement humides. Résultat, le dérèglement climatique agit alors comme un élément exacerbant et créateur de situations à risque. Les risques sont quasiment les mêmes que toutes les communes parce que voilà, vous avez une zone très touristique. Donc, qui présente une grande sensibilité vis-à-vis des cyclones, vis-à-vis des tsunamis, vis-à-vis de la pluviométrie intense, etc. Donc les risques en termes d'impact sur les aménagements du littoral, en fait, sur les aménagements urbains, etc., sont là. Voilà. Et comment préserver la population, comment préserver les touristes, etc. Donc il y a une grosse responsabilité quand même de la commune pour pouvoir prendre en compte ces éléments-là, pour pouvoir sécuriser les biens des personnes et pour faire des aménagements conséquents donc, pour pouvoir sécuriser le maximum de personnes. Aujourd'hui, les avancées scientifiques sur l'évolution des aléas climatiques, leur impact et leur enjeu permettent de développer des outils. La grande majorité des activités touristiques se font sur le littoral. Bien évidemment, nos plages très fréquentées, mais aussi nos hôtels qui sont l'hébergement, notamment des hôtels. Et donc cet enjeu économique fait qu'au-delà de la préservation de notre environnement, au-delà de la préservation de notre environnement naturel, fait que nous devons avoir des éléments précis, d'où cet atelier scientifique avec des connaissances précises qui nous permettra de prendre des décisions qui soient pertinentes et judicieuses. En résumé, il s'agit de mettre en place des mesures afin de se préparer à gérer l'inéluctable et renforcer la résilience des territoires. Et la mer grignote peu à peu les côtes de notre archipel. Les spécialistes du Bureau de recherche géologique et minière ont choisi comme site pilote la plage du bourg de Sainte-Anne, où les signes du changement climatique se font de plus en plus visibles. La plage du bourg de Sainte-Anne, un atout touristique indéniable et pourtant constamment menacée. La cause, un phénomène naturel qui n'épargne pas les zones côtières, l'érosion marine. On a mis en place depuis 2 ans un réseau de suivi du trait de côte. La plage de Bourg de Sainte-Anne est l'un des sites pilotes qui sont suivis. Donc on sait qu'on a une évolution grâce aux images satellites, grâce au retour sur des personnes qui l'ont côtoyé depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. On sait qu'on a un recul qui est important. Donc c'est qu'on a du sable qui part, mais ça c'est normal. C'est des zones dynamiques avec une dynamique naturelle qui est très importante. Généralement le sable revient et on a ces fluctuations saisonnières au gré des houles, au gré des épisodes cycloniques. Avec les années, l'érosion a impacté l'ensemble du territoire sainte-annais et les derniers événements cycloniques l'ont rendu un peu plus vulnérable.
Cette plage montre aussi des problématiques qui sont plus globales à l'échelle de la Guadeloupe, c'est qu'on a des phénomènes d'érosion sur les zones basses sableuses, effectivement, et que ces phénomènes d'érosion sont amplifiés quand on a des phénomènes extrêmes comme des cyclones. Et avec le passage de Maria, effectivement, on l'a vu sur le sud Basse-Terre, on l'a vu aussi sur la plage de Sainte-Anne, et sur d'autres secteurs, on a des phénomènes de recul importants et d'érosion du trait de côte. Donc c'est cette zone de sable entre la végétation et la mer. Alors que faire? Les solutions pour freiner l'érosion sont multiples. Des solutions dures pour figer le trait de côte, c'est pas sans conséquence. Généralement, la plage est très fortement impactée, voire disparaît. On a des exemples en Guadeloupe, de zones où il y a des enrochements et on sait qu'on n'a plus de plage. Et sinon, il y a des solutions qui sont plus douces, où on essaye de mettre en place des structures qui permettent déjà de comprendre pourquoi le sable part, où est-ce qu'il part, pourquoi il ne revient pas, et d'essayer avec une végétalisation du haut de plage, avec du rechargement en sable, avec une gestion plus adaptée aussi de l'occupation du territoire, arrêter les voitures, avoir des zones piétonnes qui soient mieux identifiées et mieux affichées, on arrive à avoir des bons résultats. On a des exemples comme la plage de Cluny à Sainte-Rose et on a la plage qui s'est rechargée naturellement en sable. En attendant toutes ces solutions, le phénomène d'érosion continue à faire des ravages sur la plage de Sainte-Anne. Et que souhaite Marie-Luz Panchard pour la ville de Basse-Terre? La maire du chef-lieu a présenté ce matin ses principaux chantiers lors du conseil municipal qui s'est déroulé en milieu de journée. Un budget trop élevé pour le docteur Atala qui considère que le chef-lieu est largement endetté. Reportage Anne-Elisabeth Artsen. Un conseil municipal axé sur le débat d'orientation budgétaire 2018 s'est tenu ce matin à la mairie de Basse-Terre afin de présenter les grands axes de développement pour cette année. Notamment toute la question du confortement parasismique de nos écoles, en même temps en indiquant que la ville était dans une démarche de gérer au mieux de manière à maîtriser ses dépenses de fonctionnement, mais pour autant nous ne négligeons pas l'investissement parce que l'investissement va être supporté en grande partie par la région Guadeloupe qui a accepté d'être maître d'ouvrage délégué. Tout le débat aussi a porté autour d'un protocole transactionnel avec une école qui fait l'objet d'une restructuration. Enfin, je me félicite que l'opposition ait voté à l'unanimité, vous l'avez pu le constater. Tous les projets qui sont les nôtres en termes de requalification de certains quartiers, notamment le quartier de Calbassier et de Pintade, parce qu'effectivement, il faut tenir compte de cette situation et améliorer les conditions de vie de cette population. Il faut savoir aussi qu'à l'occasion de ce conseil municipal, nous avons été dans le sens de la recommandation de la Chambre régionale des comptes, parce que Basse-Terre est une ville qui dispose beaucoup de biens immobiliers et nous avons acté le principe de vendre un certain nombre de biens. Même si de nombreux projets ont été validés à l'unanimité, l'opposition reste tout de même sur ses positions concernant le budget 2018. Nous sommes dans notre rôle de conseillers municipaux, même si nous sommes dans l'opposition. Si certains projets vont dans le bon sens, des rénovations, des acquisitions, nous votons pour. Par contre, ce qui nous semble le point le plus important, c'était quand même les orientations budgétaires, puisque l'argent c'est le nerf de la guerre, et là nous avons voté contre. La situation est la suivante. Nous avons 16 millions de dettes. L'encours de la dette pour la ville de Basse-Terre est de 16 millions. Il était de 9 millions en 2013. Donc pour moi, il s'aggrave. J'aurais préféré, moi, que cet argent, c'est 1,5 million que nous déboursons aux banques, soit plutôt consacré à la rénovation, à la redynamisation du centre-ville, à la redynamisation des infrastructures sportives, à relancer l'activité culturelle à Basse-Terre et surtout l'activité économique. Donc c'est un peu mon regret. C'est la raison pour laquelle nous avons voté sur ce point particulier des orientations budgétaires. Nous avons voté contre parce que pour nous, Basse-Terre est trop endettée et on se fait du souci pour l'avenir. En outre le budget voté de la ville, la région Guadeloupe accordera un plan d'accompagnement financier afin d'aménager le boulevard maritime ou encore créer une aire de jeu. Autant d'investissements pour favoriser le développement économique du chef-lieu Basse-Terre. Et ce matin, s'est ouvert le 7e congrès académique du syndicat SNETA-FO au lycée Gertier-Archimède à Richeval-Mornalo. Le syndicat majoritaire en lycée professionnel va tenter de dresser le bilan de son action, mais surtout de trouver des solutions aux principales difficultés rencontrées, celles notamment liées à la baisse des effectifs. Reportage Yvan Lemar. Le 7e congrès académique du SNETA-FO a pour thème « Quel avenir pour l'enseignement professionnel ?» Objectif, faire un bilan des 4 ans d'activité, établir des stratégies à venir et préparer la prochaine rentrée. Pour la rentrée prochaine, notre académie va faire cette rentrée avec 44 postes en moins, ce qui aura des conséquences tant
sur le second degré, donc les lycées, les collèges, mais aussi dans le premier degré, les écoles. Et donc pour les écoles, c'est environ 72 fermetures qui sont prévues. Pour le second degré, eh bien, nous attendons à environ près d'une soixantaine de suppressions de postes. Donc de grosses inquiétudes, ça veut dire déplacement des personnels, ça veut dire également démobilisation des équipes pédagogiques et bien entendu des contraintes pour ce qui concerne l'accueil des nouveaux. À cette occasion, le secrétaire fédéral a fait le déplacement pour rappeler les priorités nationales et mieux s'imprégner des difficultés spécifiques à l'Académie Guadeloupe. Nous avons un certain nombre d'inquiétudes après la remise du rapport Marcon-Calvez qui stipule que l'apprentissage doit être développé dans nos établissements. Nous sommes très très vigilants puisque nous, ce que nous souhaitons, c'est la réussite de tous les jeunes et pas simplement qu'on aille vers un cadre particulier. Et à partir du moment où en lycée professionnel, nous accueillons tous les jeunes, quelles que soient leurs difficultés. Le deuxième point, c'est bien entendu la préparation de la rentrée prochaine, cette rentrée prochaine qui fait que l'Académie de Guadeloupe, vous le savez, a vu un certain nombre de prélèvements de moyens. Elle fait partie des 13 académies qui ont des reprises de moyens et nous estimons que ce n'est pas comme cela que l'on améliorera les conditions de travail de nos collègues. Il faut véritablement regarder les questions spécifiques des difficultés des jeunes. La Guadeloupe a des spécificités, des difficultés particulières par rapport à ces jeunes, il faut les traiter. Parmi les points importants, la reconstruction des îles du Nord, notamment Saint-Martin, l'élection du nouveau bureau et la définition des priorités académiques. Le congrès national du syndicat est prévu en mai prochain. Et revenons sur cette promesse de campagne d'Emmanuel Macron, celle d'augmenter les retraites des agriculteurs. La semaine dernière, le gouvernement a bloqué la loi et imposé son propre amendement. Ce n'est plus en 2018 que les retraites agricoles seront augmentées, mais en 2020. En attendant, les agriculteurs survivent chez nous. Illustration en Martinique avec Alizé Lutran et Michelet François. Romain a pris sa retraite il y a 6 ans. Il a cotisé pendant plus de 32 ans et touche donc l'équivalent de 75% de l'ancien SMIC en guise de retraite, 337 € net par mois. Comme un tiers des anciens agriculteurs martiniquais, sa pension se réduit à peau de chagrin. Il faut payer les impôts fonciers, taxes d'habitation, la voiture, les maladies, tout ce qu'il y a à payer, la nourriture. Et avec 337 €, on ne peut pas faire ça. Logiquement, on devait normalement avoir une retraite aux alentours de 650 à 700 €. C'est ce qu'on nous avait annoncé. Et au moment, depuis 3 à 4 ans, quand les agriculteurs viennent chercher leur retraite, on leur donne 300 et quelques €. Comme beaucoup, il est obligé de louer une partie des terres qui lui restent pour survivre. En métropole, par exemple, un paysan, il part en retraite, il a 150 hectares. Même s'il loue ça à 100 €, 150 € l'hectare, il arrive plus ou moins à avoir une somme pour tenir. Mais ici, les petits paysans tournent avec 1,5 hectare, 2 hectares. Quand vous louez ça à 150 € l'hectare par an, vous voyez, ça va chercher loin. Donc, ce sont des petits paysans qui ont d'énormes difficultés actuellement. Pour sortir les agriculteurs à la retraite de cette précarité, un projet de loi présenté mercredi dernier à l'Assemblée aurait pu leur permettre de toucher 85% du SMIC au lieu des 75 actuels. Mais juste avant la prise de parole du sénateur Maurice Antiste, le gouvernement a botté en touche. En dernière minute, nous apprenons que le gouvernement fait jouer l'article 44-3 de la Constitution qui lui permet d'exiger un vote bloqué, mais avec son amendement en plus, amendement nouveau de la dernière minute, amendement qui avance l'idée d'une application de ce texte en 2020. Augmenter immédiatement les retraites des agriculteurs demanderait au gouvernement de sortir de sa poche 400 millions d'euros de budget supplémentaire, ce qui ne fait pas partie de ses priorités. N'oubliez pas que le gouvernement a une obsession, c'est de maîtriser le déficit de l'État, voulant absolument le ramener comme il les souhaitait en Europe en dessous de 3%. Et il y est presque, mais il veut ça. Donc il ne peut pas s'engager sur l'immédiat, sur un certain nombre de défenses. Le 16 mai prochain, la proposition de loi reviendra à l'Assemblée. On saura si le gouvernement maintient sa position de reporter le dossier à 2020 ou si la levée de bouclier général le fera fléchir.
Et restez sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, nous verrons quels seront les nouveaux défis du Parc national pour continuer à préserver notre biodiversité. Et puis nous irons au lycée Charles Coëffin où a eu lieu aujourd'hui la première journée de la semaine de l'économie sociale et solidaire à l'école. Mais avant, le projet de reconstruction de l'hôtel Arawak du groupe Maniukani, présidé par Pierre Saint-Luce, prend forme. Les travaux ont bel et bien débuté, mais ce matin a eu lieu la pose de la nouvelle enseigne à la Pointe de la Verdure à Gosier, un challenge qui devra aboutir à l'ouverture d'un établissement classé 4 étoiles. Reportage Anne-Elisabeth Artsen. 8 ans après sa fermeture, l'hôtel Arawak continue à faire peau neuve. Après les nombreux travaux déjà effectués, c'est aujourd'hui que les ouvriers ont apposé l'enseigne de l'hôtel. Nous avons permis aujourd'hui à nos équipes de monter la nouvelle signalétique, ce qui prouve évidemment que l'enseigne nouvelle permet un renouveau de cet établissement. Alors tous les travaux sont en finition, si on peut utiliser ce terme, avec des entreprises guadeloupéennes qui ont permis de magnifier cet établissement qui existait depuis un certain nombre d'années, mais qui dans la Guadeloupe a une forte histoire, une forte empreinte, on va dire, patriotique, si on peut dire ce mot, puisque les Guadeloupéens adorent l'Arawak. C'est pour cela que nous avons choisi de garder ce nom Arawak. L'Arawak vise une certification d'établissement 4 étoiles avec des prestations haut de gamme. Il y en a peu, c'est vrai, mais c'est normal que la Guadeloupe se mette un petit peu, on va dire, au niveau de confort et de qualité nécessaire pour la clientèle étrangère, la clientèle américaine qui fréquente de plus en plus la Guadeloupe, la clientèle d'Europe. Et donc cet hôtel 4 étoiles, c'est aussi un hôtel d'affaires qui va héberger un certain nombre de clients sur une totalité de 112 chambres. Parmi les 112 chambres, il y a 6 suites qui sont au 8e étage. C'est un hôtel qui se situe sur 10 étages avec 5 salles de conférence, 3 restaurants, 3 piscines et une plage qui est tout à fait en bordure de l'hôtel. Nous avons par ailleurs toutes les chambres qui ont une vue sur mer et toutes les chambres ont aussi un balcon. Prochaine étape avant l'inauguration, la prévisite de sécurité, indispensable pour rouvrir l'établissement hôtelier à la clientèle. Et dans le reste de l'actualité, la 2e édition de la semaine de l'économie sociale et solidaire à l'école a débuté ce matin. Tout au long de cette semaine, les jeunes générations seront sensibilisées aux vertus de l'entrepreneuriat social, une action soutenue par le ministère de l'Éducation nationale. Le premier atelier était organisé ce matin au lycée Charles Coëffin. Reportage Patrick Curie, Moïse Dexter, avec les commentaires d'Yvan Lemar. Cette première édition en Guadeloupe a pour objectif de promouvoir l'économie sociale et solidaire auprès des jeunes grâce à un partenariat avec le rectorat. La participation du rectorat consiste non seulement à faciliter l'accès des établissements scolaires, écoles, collèges et lycées à l'ensemble des intervenants de la manifestation. Ça c'est pour l'essentiel et naturellement encourager les élèves à participer donc aux opérations. Pour l'essentiel des actions, ce sont les membres de l'économie sociale et solidaire de l'organisation qui iront faire des interventions auprès des élèves. Et il y a aussi en sens inverse des élèves qui iront visiter donc ces établissements. Pour mieux sensibiliser les élèves, des ateliers sont programmés. Alors concrètement, quand nous allons dans les classes, nous mettons l'enfant à la place justement d'un acteur de l'économie sociale et solidaire. Nous lui faisons identifier un besoin. Ensuite, il se dit mais comment je vais répondre à ce besoin? Et il décide alors de monter une entreprise de l'économie sociale et solidaire tout en mettant en avant la personne, la gouvernance démocratique. Chaque personne a une voix, ils se mettent ensemble et l'essentiel c'est de leur montrer que tout seul, on peut aller vite, mais qu'ensemble, on va plus loin. Jusqu'au 18 mars, des interventions auront lieu dans une dizaine d'établissements. Des stages pour les enseignants sont aussi prévus. La campagne sucrière va battre son plein dans quelques jours. Pensez-vous que la Guadeloupe doit continuer à produire de la canne ou alors planter de quoi nourrir les populations? Patrick Curie et Moïse Dexter vous ont posé la question. On écoute vos réponses. Il faut planter canne, il faut planter de quoi manger parce que nous besoin retourner à ça qui est en nous, à manger en nous qui est en nous. Et quand là c'est en nous, il faut nous continuer effectivement à planter. Il faut nous planter siam aussi, il faut nous planter patates, il faut nous planter tout ça qui est bon pour santé en nous. Je pense qu'il faut varier. Il faut varier, c'est bien de varier.
Pour moi, les tubercules et la canne, c'est pour le bien de la Guadeloupe, quoi. Si on se focalise sur un seul produit et qu'il y a un cyclone passe ou il y a un problème ou un autre, donc il faut varier, je pense qu'il faut varier. Ben, tu continues à planter de la canne, de la banane, c'est ça, l'économie du pays. Non, mais si canne n'est bon, c'est pas la peine d'arrêter. Si n'y a bon, on peut continuer en partie et puis canne en partie. Non, il faut planter les deux parce qu'on en a besoin. Et on en a besoin au niveau de notre corps et pour autre chose aussi. Pour l'économie, il y a planter canne, ça plus bon, tu peux gagner plus d'argent avec elle. On peut planter manioc, on peut planter pois, on peut planter du on va remplir la pluie ici. Si la canne aujourd'hui, ça ne rapporte pas grand-chose, eh bien, il faut s'adapter pour que les gens puissent manger, les gens puissent se nourrir convenablement. Et autre enjeu, la préservation de la biodiversité de notre archipel. Vendredi dernier, le Parc national tenait son assemblée générale. L'ordre du jour était consacré essentiellement aux aspects financiers de l'institution. En outre, la convention de rattachement à l'Agence française pour la biodiversité, compte rendu avec Yvan Lemar. Lors de ce conseil d'administration, la convention de rattachement à l'Agence française de la biodiversité faisait partie des points à débattre. L'élaboration d'une convention d'application a été votée. Elle aura pour objectif d'être plus efficace dans la protection de la biodiversité et de mieux définir les missions des agents du parc national dans ce cadre. L'autre point important était l'intégration du CARSPO. Il s'agit du Centre d'activité régional du protocole SPO, un réseau piloté par le Plan des Nations Unies pour l'environnement. Il réunit plusieurs pays de la Caraïbe. Le problème du statut juridique de cette entité, gérée en partie par le Parc national, a été évoqué. Sur ce point, un report de vote a été demandé afin d'étudier d'autres propositions d'hébergement de cette structure. Le conseil d'administration du Parc national se réunira de nouveau en juin. Et je vous le disais en titre, l'effervescence créée par le film Black Panther a gagné aussi la Guadeloupe. Certains évoquent une révolution, celle de la représentation des Noirs à l'écran. Le phénomène a atteint un tel niveau que la société de production Be World Connection, en collaboration avec le label Produit Pays, a décidé d'offrir 350 places de cinéma à des jeunes et des familles issues des quartiers prioritaires mercredi soir au cinéma Rex. Diana Dangereuse, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chargée de communication de cette société Be World Connection que l'on connaît très bien avec Brover Jimmy. Avant de parler de cette opération de solidarité, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore vu le film, je vous propose de revoir avec moi la bande-annonce de Black Panther. Enfin chez nous. Mon fils, c'est ton heure à présent. C'est à toi de choisir quel genre de roi tu veux devenir. Ne reste pas figé. Je ne suis jamais figé. The revolution will not be televised. Show me my respect and bow down. We own ya, we own ya. We only getting started now, cause we own ya. Everybody think they know me now, cause we own ya. You and I'm my homie, yeah, cause we own ya. J'ai attendu ce jour toute ma vie. Le monde va pouvoir renaître quand je l'aurai réduit en cendres. Ce qui nous arrive maintenant détermine ce qui arrivera au reste du monde. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on. Pour le Wakanda éternel! The revolution will not be televised. Amusons-nous un peu. The revolution will be live. Diana Dangereuse, pourquoi votre choix se porte sur ce film plutôt qu'un autre? Pourquoi est-il indispensable que la nouvelle génération le voie?
Alors, donc, vous connaissez un petit peu Be World Connection. Be World Connection est toujours dans l'action de promouvoir donc, les cultures noires donc, à travers le monde. Et donc, du coup, c'est vrai que, donc, je vais quand même poser le cadre, hein, donc, c'est vrai qu'avec MPI, donc, créé en 1974, qui défend les intérêts donc, des industriels guadeloupéens, donc, qui se sont associés avec nous pour promouvoir donc, cette action de solidarité Timoun Pays. Pourquoi ce film? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Ce sont des acteurs noirs, un film fait par un super-héros noir. Pourquoi plus celui-ci? Qu'est-ce qu'il a, ce film? Qu'est-ce qu'a Black Panther? Alors, un Black Panther, justement, ça a beaucoup de valeurs. Donc, dans ce film, vous allez avoir des valeurs comme l'amour, la force, la solidarité, la femme aussi mise en valeur donc, dans ce film. Et puis, cette notion de super-héros noir. Donc, du coup, ça interpelle. Et donc, ça donne envie, enfin, ça suscite l'intérêt et ça donne envie de se dire, bon, ben, allons voir ce film. Qu'est-ce qui vous a bluffé, vous? Eh ben, c'est tout. La beauté du film, les costumes. Donc, il faut savoir que Black Panther bat tous les records du box-office. Il a dépassé officiellement la barre du milliard de recettes les deuxièmes après dans le monde. On prévoit d'ailleurs un Black Panther numéro 2. Ça y est, c'est officiel. C'est la première fois qu'on voit dans un film un super-héros noir. Et puis c'est surtout cette image de l'Afrique. Diana Dangerous, l'acteur afro-américain Ahmed Best, qui a joué dans Star Wars, qui est également afro-américain, a comparé l'impact de ce film à celui de l'arrivée au pouvoir de Barack Obama. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ça ou est-ce que c'est un peu exagéré? Je suis tout à fait d'accord avec ça. On voit que ce film a fait un carton au niveau planétaire. Et comme vous le disiez bien, il est quand même arrivé deuxième donc, au box-office. Hein. Il fait partie du deuxième film le plus vu dans l'histoire après Star Wars. Donc le film parle de lui-même. Et donc ça montre aussi que toutes les autres communautés aussi ont été intéressées donc, par le film et donc ont été voir donc... Le titre de l'opération, c'est Timoun Pays, mais là, en l'occurrence, il s'agit d'un film américain, produit par des Américains, ancré dans la culture afro-américaine. Nous sommes antillais. Qu'est-ce qui nous rattache à ce film? Qu'est-ce qui nous rattache à ce film? C'est ce que je disais un petit peu la dernière fois dans l'émission. Nous sommes des Afro-Caribéens, nous sommes des Afro-descendants. Donc, quelque part, on peut se retrouver à travers ce film. Et donc voilà, c'est ça, c'est que chacun y trouve, je pense, sa place. Et donc voilà, en tant qu'afro-descendant. En tant qu'afro-descendant, voilà, tout à fait. Excusez-moi, je ne suis pas habituée avec la télé. Donc, oui, je sais, c'est pas évident d'arriver sur le plateau télé. Les gens se disent toujours, tiens, mais c'est pas toujours évident de passer en direct à la télévision. Ce mercredi, 350 jeunes. Avec les membres de leur famille, pourront bénéficier de ce dispositif. 350 places achetées par Be World avec justement le label Produit Pays. Comment ça va se passer? Est-ce que ces jeunes peuvent toujours bénéficier de ces places? Alors donc du coup, c'est vrai qu'on ne sait pas s'il reste encore des places. Donc on incite la population, ou bien les gens qui sont intéressés à contacter le CECAS de la mairie de Pointe-à-Pitre. Et à ce moment-là, ils verront si des places restent encore disponibles. Merci en tout cas Diana Dangerous d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Je rappelle que cette projection sera offerte aux jeunes de Pointe-à-Pitre, de l'agglomération pointoise. Nous partons maintenant tout de suite en Guyane, où a eu lieu la 28e édition du marathon de l'espace, qui s'est tenue ce week-end à Kourou. De nombreux coureurs se sont donné rendez-vous au pied de la Tour Dreyfus, un rendez-vous sportif qui a été rendu difficile par les conditions climatiques. Le reportage est signé Pierre Tréfou. On regarde. C'est sous un soleil de plomb et des vents violents que la 28e édition du marathon de l'espace a débuté ce dimanche. Au programme, 42 km à parcourir en individuel ou en équipe de 5 relayeurs au centre spatial guyanais à Kourou. On a eu quelques coups de chaud avec les conditions qui sont quand même très compliquées, beaucoup de soleil, beaucoup de vent. Par contre, on peut être que satisfait quand on voit l'engouement populaire de cette course. Il y avait 205 équipes au départ, 140 individuels, ça fait près de 1200 personnes. C'est vraiment un super événement, c'est la fête du sport et c'est vraiment ce qu'on recherche. La course à pied en règle générale, ça draine 150 personnes. Là, on fait 10 fois plus. Donc on arrive à faire courir des gens qui sont complètement en dehors de la sphère course à pied. Et je pense que c'est la grosse réussite du marathon de l'espace, de faire de ce sport cette manifestation quelque chose de très populaire. C'est Nathan Chebet du 3e régiment étranger d'infanterie qui a remporté cette édition en terminant le marathon en 2 h 33 minutes. Ici, c'est très difficile pour préparer un marathon.
Donc psychologiquement, j'ai fait la semaine dernière, j'ai fait 30 km. Jusqu'il faut essayer, est-ce que je vais terminer le marathon? Donc tout le temps, j'ai fait 10 km, 15 km, 20 km par jour. C'est un bon marathon, c'est plat. Donc c'est bien pour de temps en temps courir le marathon comme ça. Les supporters sont venus nombreux pour encourager les coureurs tout au long du parcours. Il y a une bonne dynamique, les gens sont souriants et les supporters, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde qui était là, j'ai entendu beaucoup de fois mon prénom et ça m'a fait beaucoup plaisir. Les 1200 coureurs ont pu apprécier cette 28e édition et ont rendez-vous l'année prochaine pour espérer faire un meilleur chrono. Et c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, à vos stylos, faites des réserves d'eau si vous habitez la ville, le Gosier. Des coupures sont prévues chez vous demain soir dès 18h avec un retour à la normale à 6h du matin. L'équipe de l'établissement. Et puis, il y aura des collectes organisées demain par l'équipe de l'établissement français du sang à l'agence des services et de paiement à Jarry, Bemao, toute la matinée jusqu'à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce lundi 12 mars. Nous l'avons vu ce soir, Sainte-Anne se prépare à ce que sera demain. Victime de l'érosion de son littoral, la ville a organisé ce matin un atelier scientifique avec un consortium de spécialistes des enjeux climatiques. Et puis, que souhaite Marie-Luce Monchard pour la ville de Basse-Terre? La maire du chef-lieu présentait ses principaux chantiers lors du conseil municipal qui a eu lieu aujourd'hui en milieu de matinée. Un budget trop lourd, selon le docteur Atala, qui considère que la ville est bien trop endettée. Et puis la deuxième édition de la semaine de l'économie sociale et solidaire à l'école a débuté ce matin. Pendant 7 jours, les jeunes générations seront sensibilisées aux vertus de l'entrepreneuriat social. Et enfin, nous l'avons vu ce soir, le phénomène Black Panther galvanise aussi la Guadeloupe. La société de production B-World Connection, pilotée par Brother Jimmy, a décidé d'offrir 350 places de cinéma aux jeunes des quartiers prioritaires. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h45.